présentiez dans un palais de justice le plus près de chez vous un bon lundi matin et que vous assistiez aux comparutions, vous verriez tout un défilé de personnes pauvres, souvent en situation d'itinérance, avec des problèmes d'alcool, des fois des problématiques de santé mentale, venir plaider coupable à des infractions extrêmement mineures liées à des actes de survie dans la rue. Et vous seriez donc fort étonné de constater à quel point notre système fait de la criminalisation de la pauvreté et des problèmes sociaux et moins que des infractions de violence et des infractions qui portent atteinte aux droits des personnes. Mon nom est Marie-Ève Sylvestre, je suis professeure à la section de droit civil et détentrice de la chaire de recherche de l'Université d'Ottawa sur le droit et les politiques pénales et la régulation des personnes marginalisées. Ce qui me motive, l'injustice d'abord, mais également dénoncer les façons dont le droit peut créer et également perpétuer les inégalités sociales, mais également essayer de trouver des solutions durables aux problèmes sociaux et à la façon dont le droit pourrait y contribuer. Au moment où on fait sa rencontre en 2014, Martine est une jeune femme dans la mi-trentaine en situation d'itinérance. Travailleuse du sexe à temps partiel, elle suit des traitements pour réduire sa dépendance aux opioïdes et elle vit avec le VIH. En 2008, Martine est arrêtée une première fois pour avoir communiqué dans le but de se livrer à la prostitution et elle est arrêtée immédiatement par un policier qui va la détenir. Elle va comparaître le lendemain devant un tribunal. Lors de la comparution, la couronne va s'opposer à sa remise en liberté. Elle va être renvoyée pour son enquête 3 jours plus tard. À ce moment-là, Martine aura passé 4 jours en détention préventive dans une prison qui déborde, où la plupart des personnes n'ont pas encore été condamnées à aucun crime. En plus, ça fait 4 jours que Martine n'a pas consommé, donc elle est en grande souffrance et elle présente plusieurs symptômes de sevrage involontaire. Dans ces circonstances-là, c'est sous la contrainte et en état de survie que Martine va accepter les conditions de remise en liberté qui lui sont imposées par le procureur de la Couronne et qui comprennent une interdiction de consommer de l'alcool et des drogues et surtout une interdiction de se trouver dans un périmètre qui couvre tout le centre-sud et le quartier Hochelaga-Maisonneuve de Montréal. Martine est pas en mesure, n'a pas les conditions nécessaires pour s'opposer aux conditions, pour dire, par exemple, qu'elle n'est pas capable d'arrêter de consommer aussi rapidement, qu'elle a besoin de fréquenter ces lieux-là pour trouver un panier d'épicerie, pour suivre des traitements pour le VIH, pour bénéficier de services sociaux, également qu'elle réside en plein cœur de son quadrilatère. Forcée de retourner dans les lieux, 2 mois plus tard, Martine va être trouvée en bris de ses conditions au plein cœur de son quadrilatère. Elle va être arrêtée, détenue, remise en liberté avec une interdiction de se trouver dans l'ensemble de l'île de Montréal. Durant toute cette période, Martine a peur, elle se sent stressée, elle joue au jeu du chat et de la souris avec les policiers, elle est constamment surveillée, elle doit quitter son logement, elle est forcée de fréquenter des lieux qu'elle ne connaît pas pour subvenir à ses besoins et trouver des clients notamment. Elle ne peut plus suivre ses traitements pour le VIH de la même façon, qui ne sont pas disponibles à l'extérieur de l'île de Montréal. Quand on lui demande de commenter la situation, Martine nous dit d'un seul trait « Ils sont à veille de me demander de marcher sur les mains ». De bris en bris et de défaut de comparaître en défaut de comparaître, Martine aura au total commis 7 infractions contre l'administration de la justice pour 2 infractions principales et aura passé à travers 85 jours de détention. L'histoire de Martine est loin d'être exceptionnelle. C'est là un seul des nombreux exemples de pratiques injustes et discriminatoires au sein du système de justice pénale. Voilà pourquoi je fais la recherche que je fais.
Je m'inscris dans un processus de savoir engagé pour et par les personnes marginalisées qui sont directement concernées par les problèmes qui sont exposés et je vais à la rencontre des acteurs judiciaires, que ce soit les juges, les procureurs, les policiers, afin de leur démontrer les résultats de la recherche, ce portrait systémique qu'ils perdent de vue dans le quotidien alors qu'ils sont appelés à traiter les dossiers sur une base individuelle, dans l'espoir de les amener à modifier leurs pratiques. Ma recherche est importante parce que malheureusement, le système de justice pénale est souvent le premier, voire le seul système à être appelé à répondre aux problèmes sociaux dans notre société et qu'il est souvent très mal outillé pour le faire. Le projet avec la Commission de la santé et des services sociaux nous ont permis de documenter à quel point les Premières Nations au Québec étaient surjudiciarisées et il y avait une surutilisation de l'emprisonnement dans leur cas. On parle de 5 à 6 fois plus de judiciarisation pour les personnes au sein des communautés des Premières Nations qu'à l'extérieur de la province. Et on a démontré comment cette dette judiciaire qu'ils cumulaient et ce renvoi vers l'emprisonnement et l'incarcération nuisait, était contre-productif par rapport à leur réhabilitation et aux démarches qu'ils entreprenaient. Pour réaliser mes travaux, je mise sur une alliance interdisciplinaire avec des chercheurs de d'autres disciplines, par exemple la criminologie, le travail social et la géographie. J'emprunte à différentes méthodologies, donc des méthodes mixtes, à la fois de l'analyse juridique, mais également de la méthodologie qualitative et quantitative, puisqu'on essaie de faire ressortir des pratiques systémiques. Souvent, on a besoin de chiffres pour pouvoir démontrer ça. Je conçois ma recherche de façon très locale, donc ancrée dans les milieux de pratique. Et dans le cadre de ma recherche, on fait des études de cas sur différents sites urbains, donc par exemple Montréal, Québec, Val-d'Or, pour ce qui est du Québec, mais également Vancouver et d'autres villes, dont Ottawa également. Et l'avantage de pouvoir comparer, donc c'est essentiellement d'abord on approfondit les pratiques locales, mais ensuite on peut voir émerger des grandes tendances au niveau de l'administration de la justice, au niveau des pratiques judiciaires qui ont des ancrages locaux, mais qui ont une implication, je dirais, nationale et plus globale. Alors, le projet de recherche avec la Nation Atikamekw nous a permis de mettre en valeur des pratiques et des savoirs traditionnels de résolution des conflits. Elles nous ont permis de démontrer toute la force de la Nation Atikamekw, donc dans la façon de prendre en charge les problèmes de violence au sein des communautés et aussi tout le tort causé par la judiciarisation des problèmes sociaux au sein des communautés. Au cours des 15 dernières années, nos travaux de recherche ont contribué directement à la réforme du droit au Québec et au Canada. Par exemple, en ce qui concerne la judiciarisation de l'itinérance, en menant un moratoire sur l'emprisonnement pour non-paiement d'amende dans 3 villes québécoises, mais également en changeant les pratiques de détermination de la peine pour les personnes autochtones, par exemple. Alors, ce que je souhaite pour l'avenir de la recherche sur la régulation des personnes marginalisées, c'est rien de moins que la mise en place de vastes chantiers qui nous permettent de réfléchir aux solutions durables aux problèmes sociaux, qui vont mettre un terme à l'incarcération, à l'emprisonnement pour non-paiement d'amende notamment, mais également aux pratiques de punitives et qui vont favoriser la déjudiciarisation, la décriminalisation et des réponses communautaires durables et préventives aux problèmes sociaux.